Cerno. Épisode 99. Ici Cerno, je suis de nouveau dans le secteur de la rue Bayou et j'ai rendez-vous avec Alice Lobel, ma voisine de palier, et sa mère Martine. J'arrive au café, brasserie La Maison du Vin. Bonjour, ça va ? Oui, très bien et toi ? Ça va très bien. Vous étiez où Martine le 6 janvier 1986 à 11h30 ? 3 vieilles dames assassinées en moins d'un mois dans le 14e arrondissement de Paris. Que fait la police ? Quelle vie elles ont eue ? Qu'est-ce qu'elles ont vécu ? Qui étaient-elles ? Pourquoi vous vous intéressez à ça ? Vous êtes venu 10 ans en retard. Je m'en fous. Bien sûr que vous me dérangez, mais ça fait partie du métier. On monte l'échafaudage. Un trecut care nu trece. Je vais aller me faire un café. On a une vérité, mais est-ce que c'est la vraie ? Oh, ça m'est bien égal. La vie, si elle était trop belle, est-ce qu'elle serait vraiment intéressante ? André Geskov, veuve Ladan. Elle a été tuée ? Oh oui. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Vous avez un chat noir ? J'ai un chat noir. On s'est pas occupé du camp d'Iraton, hein, Bernard ? Cerno. Parfois on se dit putain quand est-ce que ça va s'arrêter ? 3, 2, 1. Vous êtes attablé dans ce café, la brasserie La Maison du Vin. Vous connaissiez ce café ? Ben non, pas du tout. Moi j'ai vécu 15 ans ici, là, dans la rue Bayou, mais je suis pas sûre qu'il existait, ou alors je n'allais pas dans les cafés à ce moment-là. Ouais. C'est peut-être plutôt ça. Vous êtes arrivé en quelle année, vous, ici ? Oh, alors attendez, j'avais 24 ans, j'en ai 69. Alors vous calculerez vous-même. Ça fait 45 ans. Je venais de finir mon diplôme, hein. On me rappelle ça, j'ai eu à 23 ans, ça doit être à la fin, vers quasiment 24. À 24 ans, c'était en 77, maman. Voilà. Diplôme d'architecture. Voilà, mais c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Oh, écoutez, à l'origine, pas quelque chose de très drôle, c'est le décès de mon papa qui m'a permis d'acheter quelque chose, voilà. Et j'ai cherché partout dans le quartier et j'ai trouvé ce petit nid perché au 6e étage qui était, ma foi, charmant, avec du soleil surtout. 6e étage, hein, j'ai eu 2 enfants quand même, hein, sans ascenseur. Bravo. Sans ascenseur. J'ai commandé peut-être un café. Monsieur ? Je suis déjà venu ici pour essayer de l'interviewer, mais ça marchait pas. Donc je sais pas, peut-être il m'ignore un peu. C'est beau cet endroit. Hein. C'est vrai qu'il est super. Hein. 3 vieilles dames assassinées en moins d'un mois dans le 14e arrondissement de Paris. 3 vieilles dames assassinées en moins d'un mois dans le 14e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ? Ça réveille fatalement des souvenirs, hein, c'est amusant. Mais je me rappelais très bien du restaurant marocain, mais ici, là, je sais pas si ça existait, mais peut-être. Le monsieur m'a dit que ça existait depuis 84. Bon, bah ça devait exister, mais moi je ne fréquentais pas les bistrots. Alors, j'avais d'autres choses à faire, non, je ne faisais pas ça. Donc les choses à faire, c'était élever les enfants, vos études. Je donnais des cours du soir, des cours artistiques, voilà. Donc c'est ici que vous vous êtes mariés, que vous avez eu votre premier enfant, puis Alice. Et puis Alice. C'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien. Il est très habité, ce coin de souvenirs et d'émotions. Et donc Alice, elle avait 2 ans quand on en est parti, parce que c'était vraiment plus possible. À 4, on étouffait un peu. Ouais, puis j'avais besoin de verdure. Moi, j'avais fait sur ma fenêtre... J'avais réussi à mettre un bac qui devait bien faire 1 mètre sur 80, qui tenait tant bien que mal. J'avais rempli de terre et avait poussé des choses, c'était bien. C'était comment le quartier à l'époque ? Il était calme, bon, il y avait toujours la rue des Plantes qui était la plus passante. Hein. Dans la rue Bayou, il y avait aussi encore un atelier. Alors mon mari fréquentait le menuisier qui y travaillait, c'était dans une cour. Le vieux Raymond, c'était son grand copain, c'était très sympa déjà comme ça. Mais c'est vrai que c'était une rue tranquille, de famille, quoi. Les gens qui étaient dans l'immeuble, c'était des petites familles tranquilles. Il y avait Madame Rancia avec ses petits chiens au 4e, je me rappelle. C'était marrant. Et il y avait donc des gens avec des petites familles, hein, 1 ou 2 enfants, on ne pouvait pas loger plus. Et les gens de la rue, vous croisiez des gens dans la rue ?
On les croisait, mais c'était pas non, c'était ce côté parisien où personne se connaît quand même vraiment. Les gens de l'immeuble, oui, ça fait village, mais autrement, à gauche, à droite, chacun dans son coin. Vous étiez où, Martine, le 6 janvier 1986 à 11h30 ? Ah ah. 3 des victimes habitaient dans un rayon de moins de 400 mètres autour de l'église d'Alésia. Eh bien, comment voulez-vous que je le sache, hein? Ici, probablement. Oui, probablement. André Geskov, veuve Ladan, ça vous dit rien ? Non. Mais moi, vous savez, ma mémoire maintenant, c'est un papillon. Hein. Ah bon, c'est vrai ? Ah oui, je perds un petit peu la notion. Ça m'intéresse plus tellement de me rappeler d'un tas de choses. C'est ce que j'allais vous dire, vous n'êtes pas trop dans le passé, j'ai l'impression. Je suis dans le passé pour, par exemple, si quand même on a une petite maison au bord de la mer là, qui était à ma grand-mère et qui est très encombrée, tout le monde me le reproche parce qu'elle est toute petite, la maison d'objets de ma grand-mère. Alors on a les modes et travaux de 1970, etc. J'arrive pas à les jeter, ça par contre, c'est autre chose. Est-ce que votre grand-mère, c'était une femme importante pour vous ? C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui a beaucoup compté dans la famille. Et puis sa petite maison, finalement, se transmet un petit peu de mère en fille, quoi. Voilà. Il y a maman, c'est à moi. Puis, comme mon père voyageait de par son métier, on n'avait pas d'endroit à nous. C'était quoi son métier ? Il était officier de gendarmerie à la France d'Outre-mer, donc il était 2 ans quelque part. Alors moi, je suis née à la Martinique, j'ai un frère qui est né à Saïgon, etc. Voilà. Ah, vous êtes né à la Martinique ? Signalement, origine martiniquaise, 25 ans environ, rien de bien précis. Vous devez vous demander ce que je fais là, en fait. Oui, mais enfin, vous savez, moi, les gens qui font des choses, ça m'intéresse toujours. Je trouve ça sympathique, alors. Martine, le 1er janvier 1986 à 11h30, au numéro 12 de la rue Bayou, Oui. en face de chez vous, il y a eu un meurtre. Non. Ça me rappelle vaguement quelque chose, ça. Mais c'est tout ce que ça me rappelle. Maintenant que vous me le dites, des gens ont dû dire que, mais c'était des on-dit, c'était des... Voilà. Ça vous rappelle vaguement. Vaguement. C'est une femme de presque 80 ans qui a été tuée. Elle s'appelait André Geskov, veuve Ladan. D'accord, mais non, je vous dis ma mémoire, moi, vous auriez pu me dire Nicole Croisy, ça aurait été pareil. Je ne me rappelle pas des noms des gens. Elle a été tuée par Thierry Paulin. Oui. Ça vous dit quelque chose ? Non. Thierry Paulin, c'était un tueur en série dans les années 80. On l'appelait l'assassin des vieilles dames. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Eh ben, dis donc, on a vécu dangereusement sans le savoir. Hein ? Je me dis que peut-être vous l'avez croisé. C'est possible, hein, oui. C'est possible, hein, mais bon. Cette dame peut-être aussi, parce que si c'était au numéro 12, ça devait être en face de chez nous, oui. On était au 13. Vous aviez des fenêtres qui donnaient sur la rue ? Oui, on avait des fenêtres qui donnaient sur la rue, mais on était au dernier étage, donc si vous voulez, légèrement en retrait. En fait, on ne voyait pas vraiment la rue, on voyait plutôt les fenêtres de l'immeuble d'en face, mais pas... Il fallait vraiment se pencher pour voir la rue. Hein. C'est curieux parce qu'à l'époque, donc, il y a eu un meurtre en face de chez vous et personne n'était au courant. Ah oui, non. Non, je crois que les gens ont dû évoquer ça ou en parler, mais pas comme quelque chose de vraiment réel. C'est un vague souvenir comme ça, sans plus. Ça vous a pas effrayé sans doute ? Non, j'ai pas prêté plus attention que ça. Non. Vous étiez chez vous en général dans la journée ? Oui, j'étais pas mal chez moi parce que je donnais des cours du soir essentiellement. Ah, c'était à 11h30 le matin. Oui, moi j'avais peut-être des courses. J'ai l'impression que ça casse un peu l'ambiance que je parle de ça. Forcément. Oui, c'est pas un sujet vraiment des plus plaisants, mais pourquoi il les tuait ? Quelques centaines de francs, voire quelques milliers, que Paulin et Mathurin claquent dans des boîtes homosexuelles ou pour se procurer de la... Je sais que cette dame était couturière, qu'elle était veuve depuis très longtemps. Oui. Vous aussi, vous êtes veuve ? Oui. Et alors, comment ça se passe d'être veuve ? C'est une question de débile. C'est un drôle de truc parce que
On vit pendant très longtemps avec quelqu'un, donc on se forge un être qui est fonction de celui qui vit avec vous, hein, fatalement. Et donc on ne sait plus qui on est quand on a vécu vraiment très longtemps avec quelqu'un. On s'est perdu en route. On n'est plus la même personne que juste avant de le connaître. Moi j'étais jeune à l'époque, on s'est connus, j'avais 17 ans. Il avait 10 ans de plus que moi, mon mari. On s'est connus aux Beaux-Arts, l'architecture. Et c'est vrai que c'était un peu le saut à l'élastique, quoi, après. En dehors du chagrin et tout ce que ça, évidemment, tout ce qui est un poids. Et surtout, mais c'est surtout de plus savoir qui on est. Il faut vraiment reconstruire toute une histoire. Il faut se retrouver. Voire se trouver tout court d'ailleurs. Parce que quand on a 17 ans, on n'est plus du tout la même personne qu'à 53 ans. Donc, enfin, je veux dire, on a tout le poids de la vie, etc. Donc, on ne peut pas se retrouver comme quand on était à 17 ans. C'est impossible. Il faut vraiment construire autre chose. Oui, c'est comme si vous n'existiez pas en tant que vous-même, d'après ce que vous dites. C'est-à-dire que... Oui, mais je pense que ça doit faire ça à beaucoup de couples. On est un petit peu quand même à l'écoute de celui qui est à côté, donc on se modèle un peu en fonction de ses désirs ou de ses propres objectifs dans la vie. Ou voilà, ça compte quand même. Donc après, je me suis inscrite comme architecte vraiment et j'ai commencé à bosser. Ça carrément, parce que finalement, j'avais pas pu vraiment le faire. J'avais fait plein d'autres choses qui m'avaient intéressée, mais j'avais envie d'y être vraiment, quoi. Vous dites que vous êtes trouvés. Alors, qui êtes-vous ? Oh, écoutez, quelqu'un de joyeux, je pense, hein, déjà. Et c'est pas toujours évident quand on est en couple d'être toujours joyeux. Parce que là, j'ai retrouvé quelqu'un qui me permet de l'être, alors c'est bien. Vous n'êtes plus seul ? Non, depuis 6 ans maintenant. Et donc quelqu'un qui laisse l'autre libre. Et de toute façon, ça n'aurait pas pu être autrement, parce que j'avais vraiment besoin de ça. Une fois qu'on s'est trouvé, c'est pas pour se reperdre. Hein. Ça, c'est quand même du boulot. Hein. Donc là, je mène vraiment la vie que je voulais mener, oui. Pardon pour la question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais quand vous vous êtes retrouvée veuve à 53 ans, vous n'aviez connu qu'un seul homme ? Oh, on peut dire ça. C'est pas vraiment dans les faits, c'est pas vraiment ça quand même. Il y a eu 2-3 histoires au début, mais c'était pas des histoires, c'était 3 fois rien. C'est quelqu'un qui, oui, effectivement, qui a été le premier homme dans ma vie et qui a pesé d'un poids important, c'est sûr. Et définitif, parce qu'une fois que j'avais entamé une famille et tout, il n'était pas question pour moi de changer la donne. Vous avez été fidèle, quoi. Oui. De toute façon, j'avais pas le choix. Mais bon. Comment vous voulez vieillir, Martine ? Ça c'est... écoutez, là, comme je suis en train de le faire, parce que je commence quand même doucement la pente, hein. Et donc je voyage le plus que j'ai pu, parce que justement, ça m'a manqué de ne pas pouvoir voyager pendant toutes ces années. On vivait un peu en autarcie, dans un truc assez serré. Bon, et j'avais besoin surtout ayant voyagé jeune avec mes parents, j'avais besoin de revoir le monde. Donc ça, je le fais parfaitement avec mon nouveau compagnon, c'est formidable. Et puis je fais vraiment enfin de la peinture en grand. J'ai un atelier, je peux exprimer largement ce que j'ai envie de faire. Et quoi d'autre ? Voilà, je suis bien avec quelqu'un qui... Enfin, disons qu'on sait très bien quand on a un certain âge ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour que les choses fonctionnent. Quand je vous écoute parler de votre mariage, de l'appartement dans lequel vous viviez, j'ai l'impression que vous avez été étouffée. Parce que par les circonstances. Par les circonstances, c'était un petit endroit, c'était un homme qui avait plus de vie et d'expérimenté que moi, enfin qui était déjà sur d'autres aspirations que les miennes, parce que 10 ans d'écart, ça compte. Moi, je trouve, je l'ai ressenti comme ça. On n'a plus les mêmes envies au même moment, quoi. C'est compliqué. Et puis après, du fait que, comme on ne voulait pas s'aliéner avec des patrons, des choses qui soient trop absorbantes, on vivait assez chichement. On donnait des cours, voilà. Mais on était libre quelque part. Ça, c'était bien, c'était un choix. Mais bon, du coup, on n'avait pas tellement d'argent, donc on avait les enfants. Il y avait ce 6e sans ascenseur qui n'était pas très grand. On ne pouvait pas partir vraiment beaucoup. Enfin, voilà. Ça, c'est contrepartie. Mais je ne regrette pas. Ça, c'est des choix
Vous ne regrettez pas votre vie? Non, je regrette pas ma vie. J'ai été avec quelqu'un qui avait beaucoup de... C'était un personnage qui avait beaucoup de... Comment dire, il était intéressant. C'était pas quelqu'un de lambda, donc c'était un choix. Hein. Même en sachant que c'était un choix un peu dangereux, pas très pratique, pas très facile. Voilà. Comment il s'appelait? Alain. Alain Lobel. Voilà. J'aimerais remonter le temps en fait, être à ce jour de janvier 86 pour voir comment c'était. Si je vous croise. Une rue calme. Elle n'a pas changé, je trouve, la rue Bayou. Elle est vraiment égale à elle-même. Une rue tranquille en fait, vraiment très tranquille. Je sais pas comment. C'est certainement pour ça d'ailleurs que le gars l'a choisi. Un endroit où il se passe pas grand-chose, ça se fait pas. Ça vous dit qu'on aille voir devant les immeubles? J'ai envie de finir mon jus d'abricot quand même. Combien je vous dois? C'est 2 jeux d'abricots et un café. Combien? 10. Vous allez bien? Oui, on s'était vu, vous vous souvenez, il y a plusieurs mois de ça, j'étais venu. Merci. Je repasserai vous voir, on avait dit qu'on se reverrait, vous vous souvenez? Ouais, je peux repasser vous voir? J'ai quelques questions à vous poser sur... Si je peux, oui. Ouais, super. C'est quoi votre prénom déjà? Il m'a pas répondu. À tout à l'heure. Je vais essayer, là je regarde. Carrément maintenant. Oh là là, ça c'est novateur. Une terrasse dans la rue Bayou, ça. Je n'avais pas vu ça moi. C'est une rue assez courte. Oui, elle est très courte. Oui. C'est quoi toi Alice d'être ici? Mais Souvenir, hein, pour ainsi dire. Elle avait 2 ans. non, ouais, bah non, je suis assez contente de voir où a démarré ma vie, quoi. Donc C'est un bon endroit pour démarrer sa vie. j'ai l'impression comme ça. Non, ça a l'air pas mal, je trouve. Vous êtes contente Martine d'être ici? Oui, bien sûr, c'est toujours bien de repartir sur ces anciennes traces. C'est toujours amusant. Ah ben voilà l'atelier. L'unité de menuisier, je pense que c'était là. Je pense, oui, mais ça a beaucoup changé, oui. Nous, on était là-haut, les 2 fenêtres qui donnent sur la toiture. D'accord, lesquelles? Celle de droite? De gauche. Ah ok. Elles sont en face du numéro 12, D'accord. où le meurtre a eu lieu. Ah oui, bah, on était juste en face, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai pas vu passer quoi que ce soit. Bon, je ne crois pas. Bon, eh ben c'est le secret, c'est le mystère du passé. Voilà, je vous ai raconté ce que je savais sur la rue Bayou. Ben, merci beaucoup, je suis ravi de vous avoir rencontré. Merci, moi aussi, c'était sympa. Et merci Alice. Bah merci à toi, Julien. T'en as pas marre de cette histoire de Thierry Paulin? Non, ça attend qu'il y ait des nouveautés à toi. Ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans. Ah oui, quand même. Ah oui. Il y a une dame qui veut passer. Bonjour madame. Vous n'habitez pas ici? Vous n'habitez pas au numéro 13? Je n'entends rien. Ah, d'accord. Au revoir. Excusez-moi. C'était peut-être une dame comme ça qui a été assassinée. Ouais. Et tu sais pas l'étage du coup au numéro 12? Non. Non. Aucune idée. Bon, je vais traîner un peu dans le quartier encore. Je vais retourner au bar. Le zonard de... Merci beaucoup Martine. Enchantée. Au revoir. Et Alice, Bah bientôt. on dîne ensemble bientôt Oui, bien sûr. Bah tu me redis-moi une date et puis on se cale ça avec Edith et compagnie. pour notre colloque. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Bon, gros bisous à toutes les deux. Ciao. Bon, je retourne au café. On va voir si le monsieur veut me parler. Il pleut, je suis trempé. Oh, c'est encore moi. Oui, donc en fait, vous savez, j'étais venu au mois d'août parce que j'essaie de retrouver des traces d'une dame qui a vécu ici, dans le quartier, dans les années 80. Une très vieille dame qui s'appelait André Ladan. Je vous ai dit que je connaissais pas la dame. Ouais. Vous connaissez pas des gens qui sont là depuis très longtemps, vous? Non. Je vous intimide avec mon micro, non, peut-être? Pardon? Je vous intimide avec mon micro. J'aime pas beaucoup les micros. Pourquoi? Comme ça. C'est dans ma tête. Mais vous inquiétez pas, c'est juste je fais un documentaire sur cette dame. Ouais, non, moi, je connaissais pas la dame. Je suis là depuis 84. Ouais. S'il y a quelque chose à vous dire, je l'aurais dit. Ouais. Mais, Ok. Bon.
Ben, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Vous voulez toujours pas me dire votre prénom? Pardon? Vous voulez toujours pas me dire votre À prénom? l'occasion. Allez, pourquoi? Moi, c'est Julien. À l'occasion. Vous êtes secret. Oui, c'est... Bon. Ah ben, à bientôt alors, monsieur. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Il n'y a rien à tirer de ce côté-là. Donc c'est vraiment un meurtre qui est passé inaperçu à l'époque, puisque Martine, vivant vraiment en face de l'immeuble, n'a rien entendu, ou pas grand-chose. Ça a fait très peu de bruit. Ou peut-être que les gens s'en foutaient et qu'ils ont oublié. Je vais rentrer parce que je vais pas rester ici sous la pluie. J'ai plein de recherches à faire. Et j'ai aussi beaucoup de montage. Je vois mon vélo qui m'attend au bout de la rue. « 3, 2, 1. Je suis arrivé chez moi trempé et j'ai un peu mal à la gorge. Alors ça fait plusieurs mois maintenant que je fais des recherches sur cette victime, André Geskov, et j'avoue que rien ne refait surface. Je sais seulement qu'elle était couturière, qu'elle était mariée à un cégétiste. C'est ce que m'a appris Lisa Doll, qu'elle a eu 3 enfants, des jumeaux qui sont morts, et puis une fille dont on n'arrive pas à retrouver la trace. Peut-être qu'elle a eu des petits-enfants, sûrement même. Peut-être qu'ils me contacteront un jour, qui sait. En attendant, je m'en suis remis à Bénédicte. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle, je l'avais rencontrée devant l'immeuble d'André Geskov, au mois d'août, et on correspond régulièrement par SMS, et je l'ai chargée d'une petite mission, celle de contacter une voisine qui s'appelle Nicole. Cette femme que j'ai identifiée dans les annuaires téléphoniques et qui habitait déjà l'immeuble en 1986, le jour du meurtre. Donc Bénédicte m'a dit qu'elle allait enquêter de son côté et prendre contact avec cette femme, et j'attends de ses nouvelles. Et sinon, je suis un peu surpris parce que suite à la diffusion de l'épisode 98, quelqu'un m'a reproché, une fois de plus, de m'éloigner de l'affaire. C'était un message qui disait en gros qu'on s'en fout de l'histoire de Lisa Doll. Cette personne m'a dit notamment que l'histoire de Lisa Doll n'avait rien à voir avec notre affaire, ce qui est à mon avis complètement faux, puisque déjà, comme on l'a vu, elle a un lien avec la rue Bayou. Et que quelque part, quand elle parle de son mari Sébastien qui avait le sida, et de l'état d'esprit dans lequel il était, à cause de sa maladie, ça peut peut-être nous renseigner sur la psychologie de Thierry Paulin, une fois qu'il a appris qu'il avait le sida. On a un peu entendu dire qu'il était un affabulateur, ou qu'il se rêvait une vie en tout cas, qu'il voulait être un personnage important. Et moi je me demande si c'est pas parce qu'il se savait condamné, qu'il s'est raconté toutes ces histoires sur lui-même, et qu'il s'est mis à commettre des actes terribles. Donc pour moi le témoignage de Lisa Doll jette une certaine lumière sur l'affaire. Alors, justement, puisqu'on parle de Thierry Paulin, j'ai jeté un œil dans le dossier du commissaire laitier, et le commissaire avait établi à l'époque une chronologie assez précise de l'emploi du temps de Paulin, pendant les périodes où il tuait notamment. Et alors pourquoi il a fait des victimes dans le 14e arrondissement ? C'est parce qu'il résidait chez un certain Éric B. Et ce que je sais d'Éric B, c'est qu'il avait rencontré Thierry Paulin au Jardin des Tuileries, qu'il était étudiant en médecine, et qu'il a hébergé Paulin chez lui dans le 14e arrondissement, entre septembre 1985 et janvier 1986. Et qu'après ils se sont disputés, sans doute séparés. Et c'est ce qui fait que Paulin a commis des meurtres dans le secteur, et qu'il a notamment tué Estelle Donjou, la victime de la rue Lacaze, André Geskov, qui nous intéresse en ce moment, et d'autres victimes ensuite. Et j'ai trouvé la déposition d'Éric B, datée du 3 décembre 1987, donc c'est 2 jours après l'arrestation de Thierry Paulin. Je vais vous la lire. Donc c'est un inspecteur divisionnaire qui se nomme Roger Bobillard qui l'interroge. Il est écrit: constatons que se présente spontanément Monsieur Éric B. Alors il est né
en 1963 en Allemagne. Célibataire, de nationalité française, étudiant en médecine, faculté de la Riboisière, domicilié, 14 rue Boyer-Barré, à Paris 14e. Et voici ce que dit Éric B. Je me présente de moi-même à votre service après avoir lu la presse. J'ai lu que Paulin Thierry avait été interpellé pour des meurtres commis à l'encontre de personnes âgées dans la période qui recouvre janvier 1986. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Or, à cette époque, j'hébergeais Paulin Thierry. C'est le fait que j'hébergeais Thierry à cette époque qui m'a déterminé à venir chez vous. J'ai fait la connaissance de Thierry au mois de septembre 1985. J'ai rencontré ce garçon un soir du mois de septembre dans le jardin des Tuileries. Je suis bisexuel et ce soir-là, je rentrais d'une fête et j'ai, en passant dans le jardin des Tuileries, eu envie d'une aventure masculine. Thierry était seul. Nous avons lié connaissance et il m'a proposé de l'accompagner au domicile qu'il occupait à ce moment-là. Ce domicile se trouvait dans le 11e arrondissement, à une adresse dont je n'ai pas gardé le souvenir, mais qui se trouve, si je ne me trompe, près du métro Voltaire. Thierry vivait à cette adresse chez un ami, un Européen dont le souvenir ne m'est pas resté. Fin septembre, début octobre, Thierry m'a fait part de problèmes d'argent, à savoir qu'il ne pouvait plus rester dans le 11e. Je lui ai proposé de venir s'installer chez moi en attendant qu'il puisse trouver du travail et un logement. À cette époque, au moment de notre rencontre, Thierry m'avait dit être serveur au Paradis Latin. Au moment de s'installer chez moi, il n'avait plus ni travail ni domicile. Il s'est mis à chercher du travail dans la restauration notamment. Il a fini par en trouver début octobre, au Tour-Tour, près de Beaubourg. Il a été employé dans ce restaurant comme serveur. J'ai moi-même eu l'occasion d'aller dans ce restaurant et j'ai pu constater que Thierry y travaillait effectivement. Thierry, donc, reste dans ce restaurant environ un mois. À la date de son anniversaire, le 28 novembre 1985, il a déjà quitté ce travail. Il se retrouve donc sans travail. Selon lui, il se remet à en chercher et en trouve toujours selon lui dans une agence multimédia dans le Marais, l'agence Frulati. Je me suis rendu dans cette agence et il y travaillait effectivement. Nous nous situons à ce moment-là vers la fin de l'année 1985. En ce qui me concerne, j'avais des examens et des stages en hôpitaux. Je sortais donc beaucoup moins en compagnie de Thierry. Courant janvier 1986, Thierry n'a pas encore quitté définitivement mon domicile. Il a toujours des affaires dans mon appartement, mais ne vient plus qu'épisodiquement. Début février 1986, il n'est plus du tout chez moi. Je l'ai revu une ou deux fois quelque temps après son départ de chez moi, par hasard. En septembre 1987, Thierry me téléphone et vient me voir. Il me raconte à ce moment-là qu'il sort de prison, où il a été incarcéré suite à une affaire d'escroquerie, que je qualifie comme cela. En fait, il m'explique que dans le cadre de son travail chez Frulati, il avait loué le cirque d'hiver et qu'à la suite de cette location, il y avait eu des problèmes financiers qui s'étaient terminés par son incarcération. Je l'ai rencontré de nouveau par hasard à la Locomotive, une boîte près de Pigalle, en octobre 1987. Thierry était comme d'habitude. Dans le courant du mois d'octobre, il m'a encore téléphoné et il est passé à mon domicile. Il m'a parlé à cette occasion de son anniversaire qu'il comptait comme tous les ans organisé le 28 novembre. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Un peu plus loin, à l'époque où Thierry vivait à mon domicile, je ne lui ai pas connu de problème financier réel lorsqu'il travaillait notamment au Tour-Tour. Mais au début de janvier 1986, il avait des problèmes d'argent. C'est à ce moment-là donc qu'il a tué André Geskov. Je lui suis venu en aide dans la mesure de mes moyens, lui prêtant 3000 francs ce mois de janvier. À cette époque, il a organisé une fête sur la péniche Atmosphère. Il avait fait imprimer des cartons, dont celui que vous me présentez, sur lequel figure d'ailleurs mon adresse. Fête prévue le 10 janvier 1986, à partir de 21h. Je suis allé à cette fête, il y avait beaucoup de monde. Il me semble me rappeler que cela lui a coûté aux environs de 2000 francs. Comme je vous l'ai dit, j'ai appris par la presse que certains meurtres commis sur le 14e arrondissement étaient susceptibles de lui être imputés. Jusqu'à ce que je lise la relation de ces faits dans la presse, j'étais loin de me douter que Thierry Paulin pouvait être l'auteur de ces meurtres. Encore maintenant, je ne peux qu'admettre les faits, mais j'ai du mal à réaliser que cela peut être lui. Je peux vous affirmer qu'à aucun moment, je n'ai noté de changement dans le comportement de Thierry. Je ne l'ai jamais trouvé mal dans sa peau, inquiet, angoissé. Je le considérais comme un ami. Il me paraissait avoir une culture générale assez bonne.
Par contre, il ambitionnait de monter des spectacles, échafaudant des projets assez vagues pour parvenir à monter ces spectacles. Je n'ai jamais assisté à des scènes de violence de la part de Thierry. Je le considérais comme impulsif, mais pas du tout violent. L'argent que j'ai prêté à Thierry provenait de mes économies. J'affirme que je n'ai jamais eu connaissance d'actes délictueux commis par Thierry Paulin. Monsieur Éric B., ne voyant plus rien à déclarer pouvant être utile à l'enquête en cours, après lecture faite par lui-même, persiste et signe avec nous le présent procès-verbal. Et donc après quelques recherches, je découvre qu'Éric B. est décédé en 2003 à Paris, à l'âge de 40 ans. Donc on peut se demander si Thierry Paulin a tué André Gescoff pour financer cette soirée sur la péniche Atmosphère qu'il a donnée 4 jours après l'assassinat. Bon, il est tard, je vais me coucher. 3 vieilles dames assassinées en moins d'un mois dans le 14e arrondissement de Paris. Thierry Paulin a tué André Gescoff. Plus personne ne se souvenait d'elle dans l'immeuble. 3-2. Ioana Sekerescu. Il faut aller au bout. Café Patreon.com/Cerno. Tu vas pas réussir dans la vie. Thierry Paulin. Paulin. Voici Julien. Entre le docteur Petiot et Andru. Il fait super froid. Et je suis dans le 15e arrondissement. Il y a un camion de poubelle. Je suis devant un grand bâtiment en verre au bord de la Seine. Et je vais à Europe 1 pour voir le pape, le dieu des histoires criminelles, Christophe Ondelat. Il veut m'interviewer sur l'affaire et je suis très impressionné. J'aurais jamais imaginé quand j'ai commencé ce travail que ça me mènerait là. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Christophe Ondelat. Oui, c'est ce que j'allais dire. À suivre. Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Merci Julien. Bisous. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Oui. Oui, bien sûr.